Aujourd'hui, un mot des conférences de presse de l'UFC Kansas City, Marlon Vera qui nous donne de ses nouvelles à quelques semaines de son combat face à Mario Bautista, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Marlon Chito Vera, son combat face à Mario Bautista, initialement prévu le 3 mai prochain en Iowa, a été décalé au pay-per-view de début juin. D'après lui, c'est une décision de l'UFC. Il y voit surtout du positif, ça lui laisse plus de temps pour s'entraîner et gérer sa pesée, même si bien sûr il avait déjà commencé sa perte de poids, puisque l'événement du 3 mai approchait à grands pas. Concernant Bautista, son adversaire, il lui convient parfaitement. Sa série de 7 victoires consécutives n'y est pas pour rien. Et puis comme il le dit, très peu ont réussi à le vaincre, donc il est impatient de tenter de relever le défi. Il a affirmé même qu'entre le top 5 et le top 15, c'est l'adversaire le plus coriace que l'UFC pouvait lui offrir. Ça n'aura échappé à personne. Vera, il sort d'une année 2024 assez compliquée. Je pense qu'on peut parler d'une année noire, deux combats, deux défaites, et des défaites nettes qui n'ont pas laissé de place au doute. La première des deux, c'était à Miami au mois d'avril, face au champion de l'époque, Sean O'Malley. Suite à ça, il avait fait savoir à Dana White qu'il voulait prendre un peu de temps avant de revenir et qu'il visait la carte de New York au mois de novembre. Donc, entre-temps, l'UFC lui a quand même proposé Figueiredo pour le mois d'août, un ancien champion de la catégorie inférieure, mais un ancien champion quand même, donc il s'est dit qu'il y avait une carte à jouer, et il a accepté. Malheureusement, le résultat n'a pas été au rendez-vous, on s'en souvient. Il faut quand même savoir que Chito Vera, il est à l'UFC depuis 2014, et qu'il a été un combattant plutôt actif. Ce qu'il explique, c'est que c'est pas tant son corps qui avait besoin de repos, mais surtout sa tête. Même s'il le reconnaît, là où il en est rendu dans sa carrière, et au vu de son classement dans la catégorie, il ne peut participer qu'à des combats de très haut niveau, et donc il doit aussi apprendre à ménager son corps et ne pas se mettre en situation de surentraînement. Et surtout, d'après lui, le fait de ne pas être en camp d'entraînement, de ne pas avoir un adversaire particulier sur lequel se concentrer, ça lui permet de travailler d'autres aspects de son jeu, de développer ou de renforcer certaines compétences. Et lui, depuis un certain temps, il a mis l'accent sur la lutte et affirme s'entraîner avec des experts de la discipline. Et tous d'ailleurs lui disent que sa plus grande qualité, c'est de ne jamais abandonner. Direction maintenant l'événement du week-end, l'UFC Kansas City avec Alice Kerov qui va affronter Muniz, un combat qui est déjà tombé à l'eau à deux reprises, ce qui veut dire aussi qu'il a été préparé deux fois par chacun des deux combattants, c'est donc loin d'être un saut dans l'inconnu. Et puis Alice Kerov, il ajoute en plaisantant que du côté de Muniz, c'est différent puisque étant confronté à un Dagestanais, il sait à quel type de combat s'attendre. Et puis il ajoute un peu plus tard, mais plus sérieusement cette fois, qu'il vient du sambo, c'est vrai, mais utilise en réalité beaucoup plus son striking que sa lutte, et qu'il devrait peut-être réégaliser un petit peu les choses. Il a également évoqué sa dernière apparition, une défaite par KO face à Robert Whittaker, la deuxième de sa carrière, mais la première à l'UFC. Avant ça, le seul à l'avoir battu était un certain Khamzat Chimaev. Je pense que ça parlera à tout le monde. Pendant longtemps d'ailleurs, on s'est dit qu'on aurait le droit à la revanche au sein de l'UFC, peut-être même pour la ceinture. Et puis cette défaite face à l'Australien a bien sûr refroidi nos ardeurs, même si en réalité le projet n'est pas complètement enterré, mais peut-être seulement retardé. Ce mauvais résultat donc contre l'ancien champion, il l'explique par le fait qu'il a assez mal géré son planning d'avant-combat. Il est arrivé aux États-Unis pour finir sa préparation 3 semaines avant l'échéance, puis s'est envolé pour l'Arabie Saoudite, là où se déroulait le combat. L'impact du décalage horaire a été assez important et forcément ça n'a pas aidé à la perte de poids. Tout ça, c'est vrai, ça peut sonner comme des excuses, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est ce que lui a expliqué. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'à la base, il était censé combattre une semaine plus tôt et face à un autre adversaire, Antonio Troccoli. D'ailleurs, on se souvient que Troccoli remplaçait déjà Muniz
contre qui il se retrouvera ce week-end. Donc c'est vrai que les éléments n'étaient pas vraiment en sa faveur. On passe de Muniz à Trocoli, puis de Trocoli à Whittaker, mais une semaine plus tard, on peut un peu comprendre hein, tous ces éléments les uns après les autres, bien sûr. Et puis en tout cas, lui, en cas de victoire ce week-end, il aimerait être de retour dès le mois de juillet. Un de ses partenaires d'entraînement maintenant, Abous Magomedov, on se souvient, il avait fait ses débuts à l'UFC Paris en 2022, un KO en 19 secondes qui avait beaucoup fait parler. Malheureusement, suite à ça, il y avait eu une défaite par KO au deuxième round contre Sean Strickland, puis une autre à la décision contre Caio Borraio. Actuellement, il est quand même sur 2 victoires de suite. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 26 octobre dernier. Il aurait aimé revenir un peu plus tôt, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Son adversaire du week-end, ce sera Michel Pereira, un combattant imprévisible, hein, c'est comme ça qu'il l'a décrit, pardon, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Il ne le sous-estime pas, et il avoue que ça n'a pas été facile de trouver des sparring partners qui arrivent à mimer son style. Maintenant, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être prêt, même si pour certaines choses, hein, c'est très compliqué, voire impossible. Pereira est habitué à faire des saltos parfois dans la cage. Tu ne trouves pas des combattants à tous les coins de rue capables de rejoindre ton camp d'entraînement et de te préparer à ça. Maintenant, il le dit, je pense qu'on va échanger debout, on va beaucoup rester debout, mais s'il y a besoin, il utilisera sa lutte. Il a énormément confiance en elle et se sent capable de lutter n'importe qui. Il a aussi déclaré qu'il aimait combattre en Europe. Je rappelle que lui est allemand ou en tout cas représente l'Allemagne. On lui a donc demandé, hein, puisqu'il aime combattre en Europe, voudrais-tu être de la partie pour l'UFC Bakou? Lui, il a répondu que c'est dans 2 mois. C'est un peu trop tôt. Il a déjà fait cette erreur par le passé. Ça lui a coûté cher. Donc maintenant, il veut au moins 3 mois de préparation, en tout cas 3 mois de délai entre chaque combat. On retrouvera aussi ce week-end le combattant danois Dalby, 40 ans, qui sort d'une défaite par split décision. Avant ça, il était sur 4 victoires consécutives et il cumule 23 victoires pour 5 défaites en carrière. Ce week-end, il sera opposé à Brown, un style très peu orthodoxe, hein, c'est ce qu'il a dit. Il l'a même décrit comme le John Jones des poids welter, mais assure qu'il a réussi à se préparer du mieux possible. Lui, pour le coup, a trouvé des sparring partners qui collaient parfaitement. Je rappelle qu'il s'entraîne entièrement à Copenhague, hein, qu'il n'est pas connu dans le monde pour ses combattants de MMA. Donc on pourrait se dire qu'il y a des problèmes à trouver des sparring de haute qualité. Apparemment, ça n'est pas son cas. Ensuite, il ajoute avec le sourire que s'il le compare à John Jones, c'est surtout pour la high poke et que ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour s'y préparer. Et puis, il a été assez bref, hein, sinon il a reparlé de ses problèmes de dépression. On en avait déjà parlé ici, en expliquant que s'il a été aussi vocal à ce sujet, s'il l'a exposé à ce point, c'est parce que lui, à Copenhague, en tant que combattant UFC qui fait face à une grosse pression, il ne trouve pas grand monde à qui parler. C'est vrai que des combattants danois à l'UFC, en tête comme ça, il n'y en a aucun autre qui me vient. Donc il s'est dit qu'en en parlant, des gens allaient peut-être venir vers lui et qu'ils allaient pouvoir s'aider les uns les autres. Son adversaire, Randy Brown, le Jamaïcain qui affiche un palmarès de 19-6 en carrière, il a déjà 34 ans et surtout il est à l'UFC depuis 2016. Je ne le croyais pas aussi ancien au sein de l'organisation. Il a décrit le Danois comme quelqu'un de très offensif qui va commencer très fort. Il faudra être prêt. La dernière fois qu'on l'a vu, Brown, c'était une défaite par split décision face à Brian Battle. On lui a demandé s'il avait l'impression qu'il fallait maintenant prouver quelque chose, prouver qu'il avait sa place dans l'élite de la catégorie des poids welter, ou en tout cas dans le top 15, hein, vous avez compris. Lui répond qu'il n'entre jamais dans la cage pour prouver quelque chose, qu'il estime avoir assez prouvé tout au long de sa carrière, et qu'il est convaincu d'ailleurs d'avoir gagné son dernier combat. Pour la suite, il aimerait un adversaire classé, même si, comme il l'avoue, les classements ne sont plus ce qu'ils étaient, leur résonance est un peu moins forte qu'il y a quelques années. Et puis on lui a aussi dit hein, que Dalby avait parlé de ses high pokes, l'avait comparé à John Jones. Ça lui a pas plu, il a été plutôt direct dans sa réponse hein, en expliquant que le Danois était plein de contradictions. C'est un supporter de la cause LGBT, mais aussi de Black Lives Matter, et en plus il se décrit comme un viking. Tout ça, d'après Randy Brown, ne va pas ensemble. J'espère en tout cas qu'on aura du beau spectacle dans la cage, mais au vu des styles des 2 combattants, je pense qu'on ne devrait pas être déçu. Et le main event, on en a déjà parlé dans l'émission de mardi, ce sera Ian Gary contre Carlos Prates.
Et Yann Gary, vous allez le voir, qui utilise un peu la même stratégie de trash talk qu'avait pu le faire Conor McGregor contre José Aldo, a un peu à dire hein, je vais battre un Brésilien pour venger le peuple brésilien parce qu'il n'est pas digne de son pays, etc. Je vous explique. Yann Gary qui a déclaré que Carlos Prates fumait des cigarettes américaines et buvait du whisky irlandais. Pendant ce temps, lui, Yann Gary, il est au Brésil à manger du açaï et de la paçoquinha. Il est plus brésilien que Prates et il a tout le pays, j'allais dire le country, derrière lui. Tous les Brésiliens veulent que Yann Gary s'impose. Il pense aussi que Prates est le moins bon des 4 fighting nerds et que le meilleur d'après lui serait Mauricio Ruffi. Il adore la façon qu'il a de bouger et trouve ça très beau, pardon. Et puis toujours sur Carlos Prates, d'après lui, si ses résultats ont été aussi bons jusqu'à maintenant, c'est tout simplement parce que ses adversaires n'étaient pas au niveau. Et puis pour le concernant lui-même, pour parler un peu de lui, il pense qu'il n'a pas perdu le combat contre Rakhmonov, que Rakhmonov à la fin était très heureux que le combat s'arrête parce qu'il n'en pouvait plus, il n'avait plus de cardio, alors que lui était prêt à y retourner, et il est très fier et heureux d'avoir pris un combat en short notice contre celui que tout le monde refusait dans la catégorie, celui que l'on trouve le plus effrayant. Toujours dans cette catégorie, justement, vous allez sûrement voir passer une déclaration de Bilal Mohamed, comme par laquelle il serait prêt à monter après avoir battu Jack Della Maddalena pour affronter Khamzat Chimaev pour la ceinture intérim, parce que c'est un combat qu'il a beaucoup demandé à l'époque où le Russe était chez les poids welter. Maintenant, il est chez les poids moyens. Faut savoir que c'est en contradiction totale avec ce qu'il a déclaré il y a quelques jours, où il avait dit hein, que lui, il lui faudrait encore 3 ou 4 défenses de ceinture avant de monter. Et puis rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous en parlais, Bilal Mohamed expliquait que quand il parle de monter, c'est surtout pour faire réagir les journalistes et faire réagir les combattants. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'il ne veut pas vraiment. Et puis sinon, si jamais il devait affronter Chimaev, il pense qu'il faudrait surtout résister au premier round, mais qu'ensuite il devrait avoir les armes pour s'imposer. Movsar Evloev nous fait une promesse, en tout cas il fait une promesse à l'UFC. S'il lui donne son combat pour le titre, il ne luttera pas, il restera debout. La seule raison pour laquelle les choses pourraient se retrouver au sol, c'est si son adversaire lui envoyait un takedown. On va maintenant parler d'un poids lourd, d'un poids super lourd hein, même, puisque notre ami australien Tai Tuivasa a déclaré qu'il était actuellement à 140 kg, qu'il a pris un peu de temps hors de la salle, mais qu'il va retourner s'entraîner à partir de la semaine prochaine et qu'il vise un retour pour le début de l'année prochaine, en 2026. Et puisque je vous parle de gros Australiens, de gros Samoa, je vais vous parler de Mark Hunt, même si lui, on le sait, il représente la Nouvelle-Zélande, mais il vit en Australie. Il est d'ailleurs assez proche de Tai Tuivasa, hein. On peut voir des vidéos des deux s'entraîner ensemble. Mark Hunt, on le sait, quand il a quitté l'UFC suite à son combat face à Brock Lesnar, il a porté plainte contre Dana White, contre l'UFC en général, hein, et contre Brock Lesnar, parce que ce qu'il dit, c'est que l'UFC savait que Brock Lesnar était dopé lorsqu'il est entré dans l'octogone face à lui. Malheureusement, sa plainte n'a abouti nulle part, il a dépensé énormément d'argent, et une nouvelle fois, des juges ont déclaré qu'il ne donnait pas suite, que ça n'aboutirait pas, donc Hunt a perdu du temps, de l'argent, et surtout, il semblerait que Dana White lui ait fait une belle réputation. C'est ce qui explique hein, que le Super Samoan ait beaucoup de mal maintenant à trouver des combats. Si vous appréciez l'émission, pensez à liker, vous abonner, ça vous coûte 0, à part 2 secondes de votre temps. Et moi, c'est un grand service que vous me rendez. La prochaine actualité, c'est aussi un ancien de l'UFC, Sam Alvey, qui est maintenant au karaté combat, champion des poids lourds du karaté combat, qui s'apprête à affronter Tyrone Spong. Et il est revenu sur ses années de sparring avec Sean Strickland, qu'il aime beaucoup, mais il le dit, il spare beaucoup trop fort. J'ai beaucoup travaillé avec lui et il m'a déjà cassé la mâchoire. Je lui ai rendu, mais c'est vrai que dans toutes ces guerres, il m'a aussi beaucoup fait progresser. Quand tu vois Sam Alvey, le niveau qu'il avait à l'UFC et qu'il est aujourd'hui champion des poids lourds du karaté combat, tu vois qu'il y a quand même une différence entre les deux ligues, bien sûr, même si au final, ça n'est pas le même sport. Et puis avant de passer à la minute auditeur, je voulais vous partager ce tweet et cette photo qui m'a beaucoup fait rire de Carlos Prates avec un beau short Marlboro, hein, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, Carlos Prates déclare fumer entre 10 et 15 cigarettes par jour. Ne quittez pas, tout de suite, c'est votre moment avec la minute auditeur. Et on commence avec Lassen Walid qui me dit « Je comprends pas la vague qu'il y a sur Nas.
Il a mis KO Adesanya, il n'y a que Pereira qui a su le faire. Depuis quand tu bats Adesanya par KO et ensuite tu affrontes Caio pour mériter ton title shot? C'est pas logique. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut quand même ajouter que il n'a pas battu le Adesanya champion, le Adesanya qui régnait. Il a battu le Adesanya qui avait déjà perdu sa ceinture et échoué à la récupérer. Donc forcément, le crédit n'est pas le même. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il est plutôt bien positionné. Et affronter Borraio, ça serait un petit pas en arrière au vu des classements. Norenz qui me dit désolé, mais pour moi, Borraio n'est pas légitime à une ceinture. Il joue sur la hype de la Fighting Nerds. Shimaev l'endort au premier round et en striking, il se ferait soulever par Nassourdine. Pour le combat de Topuria contre Islam, ce serait pas seulement le combat de l'année, mais le combat du siècle, les deux plus forts du game, et Topuria est le seul à pouvoir contrer la lutte d'Islam. Concernant Borraio, bon, on a déjà parlé, hein, c'est surtout sa notoriété qui l'envoie ici, même si dans la cage, pour l'instant, il a plutôt été divertissant, et puis surtout, il a remporté ses combats. Et puis Topuria contre Islam, je parlerai pas de combat du siècle, mais ce sera un combat très intéressant. Je pense ceci dit que si Topuria affrontait un autre prétendant, le battait et ensuite battait Makhachev, alors là, pour sa carrière, ce serait énorme. Et même une fois que Topuria aurait battu un prétendant, lorsqu'il arriverait face à Makhachev, je pense que l'attention du public sera encore plus portée sur ce combat. Topuria peut sûrement contrer la lutte de Makhachev, en tout cas j'en sais rien, mais potentiellement. Je pense que par contre Tsarukyan lui aussi pourrait le faire. Et on finit avec le long message de Christopher Johnson, mais qui est assez vrai, hein. Tu me dis c'est quoi ce bordel? Je ne comprends plus rien à ce qui se passe à l'UFC. Trop de bruit de couloir, déjà DDP qui serait blessé mais sans confirmation de l'organisation. Donc on attend de savoir. Du coup, Shimaev devrait combattre pour la ceinture intérimaire, mais contre qui? Des bruits de couloir racontent que ce serait contre Strickland, alors que dans le même temps, Adesanya le réclame. On a Nassourdine qui s'est classé numéro 1, mais avec Borraio qui raconte que l'ayant refusé, il va lui griller la priorité. Donc on ne sait pas si ça va être Shimaev contre DDP, Nassour, Borraio ou même Strickland. Donc ça c'est vrai pour la catégorie, c'est dommage, elle était super intéressante cette catégorie. C'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais si jamais on avait Joachim Buckley qui montait chez Joachim Buckley pardon, Bilal Mohamed qui montait chez les poids moyens, les deux catégories les plus intéressantes à l'heure actuelle d'après moi de l'UFC, les moins de 77 et les moins de 84, ça deviendrait un peu le bordel et je pense qu'on n'a pas besoin de ça, en tout cas actuellement. Et tu me dis ensuite, on a Aspinal, d'un côté on raconte que ça se concrétise avec Jones, sauf que Chael Sonnen vient de lancer la rumeur selon laquelle Aspinal va affronter Gann. On n'y comprend plus rien et le comportement de Jones me fait vomir, il bloque toute la division et casse le délire des combattants poids lourds mais surtout du public. Et puis tu ajoutes, pour terminer, on a Topuria qui commence son camp d'entraînement et qui combattrait toujours selon les rumeurs pour la ceinture. Dans le même temps, Oliveira qui prépare son camp. Moi je me demande si on va pas avoir Oliveira contre Topuria pour la ceinture intérimaire et Makhachev qui monte. À mon avis, ça ferait du sens. L'UFC tiendrait sa promesse à Topuria d'un fight pour la ceinture et en même temps, ça permettrait à Topuria de faire ses preuves dans la division. Sinon, ça voudrait dire que Topuria va affronter Makhachev pour la ceinture et j'y crois pas trop. En tout cas, si Topuria dit vrai, ce serait moche pour Gedji. Bah écoute, Gedji, il est sur une victoire quand même contre Fiziev. Moi, je trouve que c'est pas le plus méritant, Gedji. Au vu de sa carrière, il nous a régalé pendant des années, il n'y a pas de souci. Mais actuellement, à l'instant T, je mets plus Tsarukyan et Oliveira devant Justin Gedji. Et puis, tu me dis que tu as du mal à suivre, mais tu penses que l'UFC va essayer de planifier les meilleurs scénarios avec les cartes qu'ils ont en main. Ça annonce du lourd, mais j'espère qu'ils vont vite y mettre de l'ordre parce que j'ai mal à la tête. Bah, c'est vrai que tout ça, c'est du bruit, il n'y a rien d'officiel. Même la blessure de Dricus Duplessis, là, j'enregistre, on est jeudi matin. J'ai pas vu d'officialisation. Donc est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi et n'hésitez pas les amis, si vous voulez en savoir plus sur la carte de ce week-end, à aller écouter l'émission, la vidéo de notre ami UFC Analyse et Pronostic. Il vous donnera tous les détails pour apprécier du mieux possible l'UFC Kansas City. Et nous, on se retrouve très prochainement, je l'espère, demain à 17 h. C'était le moment MMA. Passez tous une très bonne soirée. Salut.